Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. La réforme des rythmes scolaires est obligatoire depuis le mois de septembre 2014 dans les 24 000 communes françaises qui disposent d'une école. Depuis le début du mois de septembre, il y a eu certains incidents, le mouvement des Gilets jaunes, l'affaire des écoles cadenassées ou encore certaines communes qui rechignent toujours à mettre la réforme en place, par exemple à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans le fief de Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire UMP. Malgré ces quelques incidents, dans l'ensemble, la réforme est mise en place par la plupart des communes. Cette réforme qui stipule que désormais, les enfants iront à l'école 4 jours et demi par semaine. L'objectif, c'est d'alléger les journées de cours, de mieux les répartir sur la semaine et de faire en sorte que certaines heures soient remplacées par des activités périscolaires. Ces activités périscolaires, c'est justement ce qui pose problème à certaines communes. C'est le financement de ces activités qui pose problème. Alors certes, l'État a prévu 50 € par élève et par an par commune, mais cela risque d'être largement insuffisant. L'AMF, l'Association des maires de France, estime que cette réforme coûte au moins 150 € par an et par enfant, et de nombreuses communes vont jusqu'à au moins 400 € par an, ce qui les empêche de faire un certain nombre d'autres projets, ce qui reporte certains autres projets. C'est donc un objet d'inquiétude pour de nombreux élus locaux, et c'est très important à l'approche des élections sénatoriales du 28 septembre prochain, puisque ces élus locaux seront appelés aux urnes pour renouveler la moitié de la Haute Assemblée, et que certainement cette réforme, c'est encore un caillou dans la chaussure de la gauche. Tout de suite, retour à des auditions qui ont été menées par le Sénat cette année sur cette réforme des rythmes scolaires, avec notamment l'audition de l'Association des maires de villes moyennes. Pourquoi la ville d'Arras s'est engagée? Ça vous intéresse? Bien, alors effectivement, je dirais, on avait mis en place une analyse des besoins sociaux sur la ville, donc avant que cette réforme ne soit annoncée. Et cette analyse nous avait quand même révélé des chiffres alarmants qui nous ont fait, je dirais, partir dans cette mise en place de la réforme pour l'année 2013. Donc nous y avons travaillé, les services et les élus. D'où ce binôme entre un élu et un directeur général adjoint qui a été très, très précieux parce que je n'avais pas de direction à l'époque de directrice. Maintenant, j'ai une directrice quand même. Bien, donc, comme vous le savez, l'éducation constitue une priorité majeure et elle est encore plus chaque jour dans un contexte de renforcement des inégalités et de la crise sociale. L'égalité des chances pour l'accès au savoir, la formation des citoyens, tout ça, c'était, je dirais, le développement des compétences favorisant l'emploi, ont été les objectifs clés pour cette mise en place. Donc, un projet ambitieux et qui allait de fait avec le projet éducatif territorial. Mais ça s'inscrit dans une longévité, c'est pas de l'immédiat. On sait très bien que cette réforme, on va pas emporter les fruits tout de suite, bien évidemment. C'est un travail de longue haleine. Donc, il fallait faire de l'éducation un vecteur de développement du territoire d'Arras. Et ça demande du temps, de la stabilité dans cette mise en place et de la pugnacité. Et c'est, je crois, ce dont nous avons fait preuve avec monsieur Frédéric Le Turc, qui est le maire d'Arras et qui a vraiment pris cette ligne de conduite. Ça a été la priorité dès qu'il a pris la succession de monsieur Van Lerenberg, d'ailleurs sénateur. Voilà. Donc la réforme va dans ce sens, de retrouver une égalité, une possibilité de l'apprentissage pour chaque enfant, et nous y avons travaillé. Donc je ne sais pas si monsieur Bailleul veut... je vais peut-être continuer. La ville d'Arras, c'est 3300 élèves dans le public, 26 écoles maternelles et élémentaires, avec deux groupes scolaires, deux écoles primaires. Et nous avons également d'ailleurs 6 écoles privées avec près de 1500 enfants. Mais bon, eux ne sont pas assujettis à appliquer cette réforme. Nous avons donc, au vu du constat de baisse de niveau et sur les chiffres dont je vous ai parlé, 60 élèves en situation de décrochage tous les ans, c'est énorme.
C'est énorme et c'est, je vous dis encore une fois, ces chiffres de l'analyse des besoins sociaux qui sont ressortis, 22% d'élèves qui ne maîtrisent pas les savoirs de base, lire, écrire, compter à l'entrée au collège, et dans les US, il y a plus de 40% d'enfants. Vous voyez, Arras donne l'illusion d'une très belle ville, plutôt bon. Mais non, on a autant dans le centre-ville d'ailleurs, puisque la ville est partagée en 3 quartiers, hein, et autant dans le centre-ville que dans les écoles plus en apparence, en difficulté, nous avons des enfants qui sont vraiment en grande détresse d'apprentissage, beaucoup bien sûr issus des origines sociales, du milieu social, mais pas que. Donc, la réforme, c'était que les enfants scolarisés arrivent au CM2 à 5 ans, on va dire, à pouvoir justement maîtriser tous ces savoirs que je viens d'évoquer. Donc, on a appliqué une méthode, bien évidemment, hein, je vais essayer de... Donc ça a été quand même une révolution au niveau de la collectivité, bien évidemment, parce que cette mise en place, donc c'est faite à la rentrée de 2013. Nous avons opté pour le mercredi matin. Nous avons opté pour 3 quarts d'heure le soir. Pour les élémentaires, nous avons choisi deux scénarios. Un scénario pour les écoles maternelles et donc des fameux TAP à partir de 13h15 jusqu'à 14h, et pour les écoles élémentaires de 15h15 à 16h. Alors pourquoi ce choix? Ça s'est fait en grande concertation, ça je tiens à le dire, avec l'Éducation nationale, avec l'inspectrice de circonscription, mais également le DAZEN du Pas-de-Calais, qui nous a fait certaines recommandations. Donc on a dû, je dirais, aller porter la bonne parole aux parents, aux enseignants, aux associations, hein, parce qu'elles se sont forcément aussi, il y a eu une répercussion sur toutes ces instances. Donc le choix des petits, c'est tout simplement parce que les maternelles, bien sûr, le temps de sieste est privilégié, bien évidemment. Et pour les petites, les moyennes et grandes sections, ça leur permettait dans un temps ludique et avant de reprendre les cours, de pouvoir se poser, mais en ayant, je vous dis, cet éveil au travers des choix que l'on a proposés dans les ateliers. Donc ça a été... alors pour les élémentaires, ça se fait en fin de journée. Et là, on a eu, je dirais, ça a été très consensuel. Les maternelles moins, parce qu'on n'avait pas l'adhésion des enseignants. Ça leur plaisait pas trop qu'on fasse les TAP à ce moment-là de la journée. Donc on a eu des conseils d'école, plus de 300 heures de concertation. Ça a été énorme. Ça a été un travail vraiment de tous les services, des élus dans leur ensemble, hein, et de l'inspection académique qui nous accompagnait pour, je vous dis, pouvoir justifier de ces choix que nous avons faits. Et ça n'a pas été une mince affaire quand même, hein. C'était assez sportif et il faut être, comme je le dis à Monsieur Bayeul, il faut être en bonne santé. Parce qu'on a eu des conseils d'école, 23 heures le soir. Bon, je sais bien qu'ici, dans ces instances, il n'y a pas trop d'heures, mais bon. Et effectivement, on a fini, on a trouvé le bon tempo. On a fini par avoir l'implication des parents qui se sont mobilisés autour de ces choix. Et bon, après, il y avait des réticences, bien évidemment. À une période en plus où le conseil municipal dans son ensemble était également favorable, hein. On n'a pas eu bon, on en a eu un petit peu à la rentrée de septembre. C'est revenu un petit peu sur le tapis, on va dire, hein, pour une période qui se veut un petit peu délicate, évidemment. Donc, vous voyez, on a essayé de ne pas rentrer dans ce jeu-là. On a gardé notre ligne de conduite et avec une volonté tellement forte qu'aujourd'hui, on peut dire. J'ai pas suivi tout mon fil rouge, hein, Monsieur Bayeul. S'il veut rajouter quelque chose, il le fera, voilà. Et puis on pourra compléter par vos questions. Mais on a aujourd'hui, on peut dire, alors la rentrée scolaire s'est faite dans de bonnes conditions.
La première semaine a été un peu compliquée puisque nous avions tablé sur 50% d'enfants qui assisteraient au fameux TAP. Et en fait, très vite, on en a eu 70%. Donc on avait anticipé sur des recrutements, sur une réserve de recrutement, hein, puisqu'on a mis en place 4 ateliers, les langues, le sport, la culture et puis les sciences. Et donc, ça a été vraiment cette mise en place complexe, mais qui nous a demandé, et on y a mis les moyens, hein, on y a mis les moyens. Si tout à l'heure vous avez des questions à nous poser là-dessus, on vous répondra, mais ça nous a quand même demandé une redistribution des cartes. Et à ce jour, les ateliers fonctionnent bien, les enfants sont quand même toujours un peu fatigués d'après les parents ou même d'après certains enseignants. Globalement, ils sont ravis hein, de ces ateliers. Je parle des enfants et c'est quand même de toute façon bien là qu'on veut, hein, là où on veut en venir. C'est l'intérêt de l'enfant, le bon équilibre d'une journée de petit écolier et beaucoup de succès pour les ateliers sport, bien évidemment. Et je dirais, c'est tout à fait logique. En revanche, on a mis en place également avec des conventions avec l'université d'Artois, donc à Arras, des conventions et les enfants peuvent bénéficier d'un éveil, non pas d'un apprentissage, on est bien d'accord, on ne se substitue pas aux enseignants, un éveil au chinois. Et ça plaît énormément à nos petits. On a la chance d'avoir l'Institut Confucius à Arras. Et on a donc effectivement essayé d'utiliser ces richesses en local. Et l'université a joué le jeu. On a fait des aménagements pour les étudiants. Et donc, ils interviennent dans les classes, hein, par roulement, bien sûr. L'espagnol plaît beaucoup aussi. Moins l'anglais, parce qu'en fait, les enfants font de l'anglais à l'école et ça les attire moins. Mais vous voyez, on a vraiment eu à cœur de leur donner tout un éventail de choses riches, nouvelles. Je vous dis encore une fois, avec la chance sur Arras d'avoir du potentiel. Hein. On a un partenariat avec Versailles. On a eu les carrosses de Versailles pendant 18 mois et là aussi, ce sont et le partenariat se continue. On va faire une visioconférence avec le château de Versailles pendant les TAP, donc c'est aussi là une richesse. Le sport avec tout ce que ça peut comporter de découverte de certains sports que les enfants ne pratiquent pas toujours. Et puis nous avons aussi une cité scientifique, une usine qui a été réhabilitée il y a quelques années en cité scientifique. Et là aussi, on fait des partenariats. Donc voilà, on a vraiment eu à cœur que ces aménagements de temps périscolaire soient vraiment une possibilité pour les enfants de toucher à plein de choses. L'éveil, comme on l'a imaginé. L'inquiétude des enseignants, c'était, je l'ai entendu un petit peu tout à l'heure, parce que j'ai écouté un petit peu la fin des interventions. C'est vrai que l'inquiétude des enseignants, c'est occuper leur classe, rentrer un petit peu dans leur maison, hein, ils sont chez eux. Donc on a essayé là aussi de trouver des bons compromis. On a essayé d'utiliser des endroits pour pas toujours, je dirais entre guillemets, les envahir. Et puis l'inquiétude des parents de voir que leurs enfants allaient découvrir des nouvelles têtes. C'est vrai que ça a été une des grosses inquiétudes. La sécurité, bien évidemment, parce que, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on s'est retrouvé très vite avec plus de 70% dans certains endroits, même 85% dans certaines écoles d'enfants qui participaient au TAP. Donc, il a fallu être très réactif. Et on a fait un organigramme, et peut-être que M. Bailleul, si je lui laisse quelques minutes, puisque le temps est compté, pourra vous en parler. Mais l'organigramme du service d'éducation de la ville a été complètement bouleversé, enrichi, et c'est bien sûr une volonté politique au sens noble du terme qu'on a voulu mettre sur cette action. Et aujourd'hui, je vous dis encore une fois, il y aura à revoir des petits ajustements.
échanger avec le DAZEN, avec l'inspection académique pour apporter des améliorations, mais néanmoins, les choses se passent bien. Il y a toujours une école ou deux où c'est un petit peu plus difficile, mais vous savez, j'ai eu l'occasion d'être invitée il y a quelques mois à Paris par la Gazette des communes, et nous avons également échangé avec des communes qui s'étaient lancées dans la réforme, d'autres communes qui attendaient notre témoignage, et c'est vrai que bon, on a toujours quelques réticences, mais globalement, pour Arras, peut-être parce que nous avons la chance, comme ville moyenne, d'avoir une richesse sur le territoire. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres, dans des communes plus petites, plus rurales, plus éloignées d'apports de tous ordres, hein, bien sûr. Donc, effectivement, moi, je parle au nom de la ville d'Arras et je pense qu'on est bien parti pour, dans quelques années, pouvoir mesurer le bien fondé de cette réforme. Et encore une fois, c'est bien sûr l'intérêt de l'enfant que nous avons priorisé. Merci beaucoup, Madame Beaumont. Si j'ai bien compris, c'est Monsieur Bailleul qui va prendre la suite. Pour compléter. Alors, oui, je vais simplement compléter quelques aspects par rapport à la mise en place de la réforme et un premier bilan des 5 premiers mois, si vous me permettez. Effectivement, et nos collègues de Nevers compléteront également et confirmeront ce que nous allons dire. Entre le moment où nous avons abordé la phase de concertation, bâti le projet avec les parents et l'équipe enseignante, la phase opérationnelle est beaucoup plus délicate. Et je peux vous dire qu'on a vraiment mesuré la complexité de cette réforme lorsque nous avons, le 3 septembre, démarré opérationnellement les choses. Et je peux vous dire que ce qu'on a repéré, hein, je pense qu'à Nevers, c'est peut-être un peu différent, mais que les parents se sont quand même impliqués tardivement dans la réforme. Je veux dire, moi, j'ai certains parents, le jour de la rentrée scolaire, découvraient la réforme des rythmes scolaires malgré tout le travail de communication, tous les supports de communication que nous avons pu mettre en place. Et c'est par exemple 1300 familles sur les 2500 familles qui ont des enfants scolarisés à Arras, qui n'avaient pas fait la démarche vers l'espace famille, hein, puisque nous avons un espace numérique qui permet aux familles sur le territoire de pouvoir réserver la restauration, la garderie et maintenant les TAP. Donc ça a été pour nous, dans l'opérationnalité, quelque chose de très difficile à gérer les premiers jours, et comme le disait Madame Beaumont, surtout pour des questions de responsabilité ou de transfert de responsabilité entre le temps scolaire et le temps périscolaire, qui était bien sûr nouveau le 3 septembre. Ensuite, vous dire également que la gestion des locaux a été pour nous un problème important. Quand je dis un problème, on a réussi à les résoudre, mais on a senti quand même le corps enseignant très réfractaire à libérer leurs classes. Et malheureusement, nous à Arras, nous n'avions pas à proximité des écoles, des salles nous permettant de délocaliser les TAP. Et puis parce que comme nous avions fait le choix de 45 minutes, nous souhaitions préserver et limiter les temps de déplacement des enfants dans le cadre des activités périscolaires. Donc ça a été pour nous un travail de persuasion auprès du corps enseignant pour qu'ils nous laissent leur salle de classe, jusqu'à entendre parfois qu'on désacralisait l'école. Voilà. Et que, alors on leur a dit que c'est quand même la maison de la République, l'école, et qu'il fallait la partager. Et puis, si vous voulez, on peut dire que là où on a une équipe enseignante, dans beaucoup d'écoles à Arras, coopératives, qui ont compris le sens de la réforme, qui ont très vite réajusté leur emploi du temps quotidien, parce qu'un enseignant organise sa journée de classe, on a très vite perçu que dans ces écoles-là, nous allions rentrer très vite dans des ajustements chirurgicaux. Voilà, c'était des petits détails qu'il nous fallait régler, surtout après les vacances de la Toussaint. On est parti pour, je dirais, aussi apaiser ces tensions sur la gestion des locaux, sur un consensus avec l'Éducation nationale au travers de l'élaboration d'une charte d'utilisation des locaux, une charte de bonne conduite, et également sur les questions de transfert de responsabilité. Il nous fallait aussi, bien évidemment, clarifier ces points-là. Donc, Madame Beaumont vous disait effectivement que la situation est plutôt maîtrisée aujourd'hui sur le territoire. Les tensions sont apaisées. On est dans une démarche aujourd'hui de consolidation et d'innovation sur les temps périscolaires.
Et vous dire également que notre inquiétude, malgré tout, porte sur la fiabilité et surtout la consolidation des équipes qui interviennent sur les temps périscolaires, parce qu'on a peu de turnover aujourd'hui, mais on se dit quand même qu'après chaque année scolaire, il va falloir inlassablement recommencer le travail pour reconstituer les équipes. Équipes que nous formons au fil de l'eau, bien évidemment, sur des temps de formation et des temps de qualification. Et puis, comme le disait fort justement Madame Beaumont, nous avons eu une telle exigence des parents au moment de la concertation sur la qualification et la qualité des intervenants et sur le contenu des ateliers pédagogiques qu'on s'est laissé peut-être trop entraîner sur un niveau de qualité qui a fait qu'on s'est nous-mêmes peut-être pénalisé au démarrage. Parce qu'en maternelle, par exemple, on s'est vite aperçu jusqu'aux vacances de la Toussaint que finalement nos modules étaient peut-être trop élevés par rapport, peut-être moins ludiques, pas assez ludiques. Et donc tout le travail a été effectivement de réajuster très vite sur ces questions-là. Puis il y a eu effectivement la recommandation du ministère de l'Éducation qui nous a donné un peu quelques pistes de réflexion pour ajuster nos TAP. Effectivement, ça, pour nous, en termes de gestion des services, cette réforme a été, comme le disait Madame Beaumont, une révolution en termes de mode. Nous avons fonctionné en mode projet, au travers d'un comité stratégique qui était copiloté par l'Éducation nationale et le maire d'Arras, avec en appui Madame Beaumont. Nous avons également impliqué près d'une dizaine de directions qui ont fait que ce projet-là a été largement partagé en transversalité et qui a finalement nous a favorisé sa mise en application. Nous avons surtout axé également l'une des clés de la réussite, c'est qu'il fallait ne pas trop perturber le quotidien des parents. Et pour ce faire, nous avons donc dû réajuster ou mettre en place des dispositifs d'accompagnement des familles sur deux niveaux. D'abord, une demi-heure gratuite pour permettre aux parents dans la nouvelle organisation horaire de la journée de s'y retrouver, de ne pas être sous pression par rapport notamment aux parents qui ont des activités professionnelles. Donc ça a été une mesure importante et appréciée des parents. Et le deuxième point important, c'était la gestion du mercredi, puisque nous avons effectivement, je dirais, favorisé le confort des parents en maintenant une restauration le mercredi et en privilégiant les transports des écoles le mercredi midi vers les centres de loisirs de la commune. Et donc finalement, ces mesures ont permis d'apaiser également, je dirais, d'éventuelles réactions des parents qui auraient pu finalement entraîner une vague de protestations, de contestations et de nous rendre plus compliqué encore la mise en application de la réforme. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément et je laisse bien volontiers la parole à mes collègues de Nevers qui viendront également enrichir nos propos. Merci, Monsieur Bailleul. En effet, nous sommes intéressés par l'exemple de... Bonjour. Écoutez, c'est étonnant parce que j'ai l'impression d'être un peu dans ma ville quand j'entends ce qui vient de se dire. Nous avons eu le temps d'échanger tout à l'heure ensemble et effectivement deux villes différentes, mais des parcours quand même semblables. Voilà. Alors, la ville de Nevers, j'ai envie de dire, donc moi je suis donc adjointe à l'action éducative depuis 2011. Suite à, alors même chose, Didier Boulot, sénateur, donc a laissé la place à Florence Anne-Fargarneau. Donc, et dans le cadre de ce changement d'équipe, je suis donc devenue adjointe à l'action éducative et à la jeunesse en remplaçant Martine Carillon-Couvreur, qui est notre députée, voilà, que j'ai accompagnée depuis 2001 en charge donc de l'éducation en tant que conseillère déléguée. Donc moi j'arrive avec la réforme des rythmes scolaires et je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à travailler pour mettre en place cette réforme à Nevers. Alors Nevers est une ville qui est ville amie des enfants, qui fait partie du réseau français des villes éducatrices. Nous avons toujours eu, j'allais dire, une politique éducative très forte. D'ailleurs, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires nous a même permis, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mes collègues, nous a permis de réaffirmer
et oui, c'est ça, de réaffirmer à la population ce que la ville de Nevers faisait en matière d'éducation et de faire la différence entre ce qui est les obligations, les compétences obligatoires et ce qu'une ville peut faire en matière d'éducation et je dirais même de coéducation puisque nous nous inscrivons complètement dans cette démarche donc à Nevers depuis un certain temps. Donc voilà, donc passage en 2008 à la semaine de 4 jours. Donc je ne suis pas adjointe à l'époque, mais l'équipe municipale déjà menée par Didier Boulot s'interroge sur cette réforme, sur le bienfait effectivement de ces 4 jours. Et nous proposons en collaboration, en échange avec l'Éducation nationale, d'expérimenter sur 2 écoles à Nevers. Donc à partir de 2010, nous expérimentons sur une école qui est en... Alors maintenant, comment on dit plus RRS, plus ZEP, on dit comment REP, voilà, pour être au goût du jour, et une école plus donc centre-ville. Donc, un travail d'échange très fort avec l'Éducation nationale, avec les IEN, avec les équipes éducatives et des premières rencontres déjà avec les parents par rapport donc à cette expérimentation. Donc, pour l'instant, on ne parle absolument pas de refondation de l'école, mais on est dans une démarche, j'allais dire, d'une ville qui s'intéresse à l'éducation. Alors, sur le secteur, l'école qui fonctionne donc en R... Oui. Une question fondamentale. Vous avez décidé d'expérimenter dans 2 écoles les 4 jours et demi. Oui, pardon, excusez-moi. C'est ça. Bien sûr, excusez-moi. Les 4 jours et demi, suite effectivement à la loi de 2008. Voilà. Donc, on expérimente et on part sur la semaine de 4 jours et demi avec le mercredi matin. Et donc, rencontre avec les parents, on met en place une semaine où, en fin de compte, l'école termine à 15h30 et de 15h30 à 16h30, des activités sont donc proposées dans les écoles. Nous sommes confrontés donc aux parents. Sur la zone RRS, tout se passe très bien. Les parents sont ravis, les enfants sont ravis d'avoir accès à des activités auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à présent. Donc c'est déjà ce qui nous a aussi interpellés. Sur l'autre école, qui est une école plus de centre-ville, les enfants ont accès déjà à toutes ces activités. Donc du coup, le mercredi matin, ils se trouvent privés de ces activités puisqu'ils ont école. Donc au bout d'un an, l'école du centre-ville arrête l'expérimentation. Par contre, nous la poursuivons sur l'école en RRS. Donc cette expérimentation nous a permis naturellement de mesurer justement tout ça et de comprendre qu'effectivement il faudra, pour que ça marche, que tout le monde travaille ensemble. Et grâce à cette expérimentation sur cette école, le choix a été effectivement évident, nous a semblé évident donc de mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Mais j'ai envie de dire que cette expérimentation nous a vraiment été nécessaire, été bénéfique pour pouvoir donc mettre en place cette réforme. Ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que l'équipe municipale, auprès de notre nouveau maire, donc Florent Sainte-Fargarneau, s'est vraiment engagée. Et ce qui a été très intéressant, je trouve, dans cette réforme, c'est que les politiques publiques se sont croisées à nouveau. Et l'adjoint à la culture, l'adjoint au sport, l'adjoint aux associations, l'adjoint à l'éducation ont vraiment eu une réflexion commune. Ça existe, mais là, je veux dire, on est sur le terrain et on est obligé de le faire. Donc à partir de 2000, je reprends un peu mes notes parce que là, je suis partie sur effectivement déjà une longue histoire. Donc oui, voilà. Donc c'était le décalage des activités qui a posé problème donc par rapport à cette autre école. Donc cette expérimentation, donc effectivement, nous a permis de repérer les difficultés, le temps de midi, les maternelles. Alors on n'a pas eu encore avec cette école, on n'avait pas été confronté au problème des CLIS. Et c'est vrai que nous ne l'avons pas évoqué. Je pense que vous en avez aussi sur votre territoire, mais j'aurais envie de dire que la difficulté qu'on peut rencontrer en ce moment, c'est avec les publics fragiles.
c'est-à-dire les maternelles, les enfants de CLIS, où effectivement, je pense que ces enfants ont besoin aussi de personnes formées. Et par exemple, on n'accompagne pas un groupe de CLIS de 15h30 à 16h30 sans éducateur avec nous, sans enseignant avec nous. Bon, là, effectivement, je pense que on peut avoir des réserves peut-être, ou en tous les cas une véritable réflexion à avoir pour améliorer ce temps-là. Alors, j'ai envie de dire aussi que je ne vous cacherai pas que cette réforme nous demande quand même une grande ressource humaine, hein, d'avoir quand même comment dire, oui, voilà, de pouvoir faire appel aussi à des gens qui sont qualifiés, des gens qui ont envie aussi de le faire. Et c'est vrai qu'à Nevers, donc, on a proposé une organisation un peu différente, qui n'est pas tous les jours. Parce qu'on a voulu privilégier, on n'avait pas les moyens de mettre tous les jours 1 heure de TAP pour toutes les écoles. Nous avons 29 écoles à Nevers, 14 maternelles et donc 15 élémentaires. Et donc, si on avait voulu offrir à chaque école, enfin à chaque classe les moyens, il nous fallait 180 intervenants. Hein. Donc, chez nous, ce n'était pas possible. Voilà, on n'avait pas les moyens d'avoir tous ces gens-là. Donc, du coup, on a fait une proposition qui était on a redivisé notre ville en 4, nos 4 cantons, et en fin de compte, nos 4 secteurs, et en fin de compte, on tourne. Mais peut-être que je laisserai Élodie Vérizère, qui est directrice du service donc enfance, éducation et jeunesse, vous présenter peut-être d'une manière plus précise l'organisation que nous avons eue. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que notre implication aussi dans le réseau français des villes éducatrices nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans le bureau du réseau français des villes éducatrices il y a 2 ans. Et effectivement, on a vraiment travaillé en lien. D'ailleurs, j'invite la ville d'Arras à nous rejoindre parce que je trouve que cette association est forte et nous a permis effectivement vraiment de partager nos expériences. Chaque ville a une histoire différente et en même temps, ça nous a permis d'échanger, d'avancer ensemble, de comparer. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que nous avons un mode de fonctionnement issu donc de notre expérimentation qui a duré 3 ans. Et ce que j'ai aimé aussi dans la mise en place de cette réforme, c'est cette rencontre qu'on a eue aussi avec la population. Tout ça au service des enfants, et ça a même permis, je dirais, à des parents de se dire, mais en fin de compte, les préoccupations qu'on a, c'est les nôtres et c'est pas celles de nos enfants. Et du coup, ça replace l'enfant au centre du débat. Et cette réforme, moi, je la trouve très riche pour ça. Et c'est effectivement à nous de pouvoir l'accompagner le mieux possible. J'aurais envie de dire quand même que la Nièvre, je parle de Nevers, mais la Nièvre, quand même, c'est un département très rural. Et je sens quand même des différenciations entre les communes. Nevers, on est une ville, on est le chef-lieu du département. Et donc, effectivement, on a un tissu associatif, on a toute une vie culturelle et sportive qui nous permet effectivement de nous appuyer sur ces réseaux-là pour pouvoir mettre la réforme le mieux possible. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est vraiment le travail avec l'éducation nationale. Je pense qu'avant, quand on se rencontrait, on parlait de carte scolaire, on parlait de suppression de classe, surtout chez nous, et là on parle de construction, de coéducation et tout ça au service de l'enfant, et ça je trouve que c'est vraiment un point très fort dans cette réforme. Ça ne nous empêche pas de parler de carte scolaire, mais du coup je trouve qu'on avance ensemble et on avance vraiment au profit donc du bien-être de l'enfant. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est le lien avec les enseignants. C'est-à-dire qu'on a demandé aussi aux enseignants de réfléchir à ce qui pouvait être complémentaire justement à leur projet pédagogique
pour que justement les enfants soient en capacité de pouvoir découvrir, expérimenter des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire en classe. Parce qu'il ne reste quand même que 24 heures d'école. Voilà. Moi, j'aurais presque souhaité qu'on revienne à 27 heures et qu'on continue la mise en place, effectivement, de ce temps-là. Mais c'est vrai, il n'y a que 24 heures d'école. Donc, je pense que cette proposition peut nous permettre d'être sur un volet de découverte et d'épanouissement de l'enfant. Voilà. Merci infiniment de ce tour d'horizon. Madame Vérisser, je vais encore donner la parole ensuite à Madame Marignan. Simplement, sachez que le temps tourne, nous avons beaucoup de questions et nous attendons beaucoup de réponses de votre part aussi. Merci d'être précis, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Élodie Vérisser, la directrice de l'éducation à la mairie de Nevers. Donc, je vais juste compléter rapidement ce qu'a pu dire Pascal Massico, qui est l'élu. Donc à Nevers, nous avons mis en place la réforme en septembre 2013 grâce à une mobilisation politique importante et un investissement important du maire et de son adjoint à travers une organisation très participative en essayant d'associer au maximum les partenaires éducatifs de la collectivité. Nevers a su être réactif par rapport au regard d'un calendrier ministériel serré et le cadre du décret était peu interprétatif, mais ça nous a permis aussi d'imaginer un fonctionnement qui collait à notre réalité, à savoir qu'on a expérimenté, comme l'a dit Pascal Massico, pendant 3 ans, un fonctionnement sur 2 écoles de Nevers. On a libéré les enfants, donc on a mis en place la semaine de 4 jours et demi en libérant les enfants à 15h30. Et on a proposé aux enfants des activités périscolaires à partir de 15h30, 4 jours par semaine. Quand on a voulu mettre en place le décret, la réforme dès septembre 2013, mettre en place un tel projet à l'échelle de la ville nécessitait, comme l'a dit Pascal Massico, de mobiliser 180 intervenants tous les soirs. On n'a pas les moyens techniques à Nevers, qui est une commune rurale et qui n'est pas une commune, une ville universitaire, de mobiliser ces ressources humaines. Donc il y avait un aspect financier qui ne nous permettait pas de le faire, mais également on n'avait pas les moyens humains à mobiliser. Donc on a essayé de trouver un fonctionnement qui est le suivant. Donc on a 4 jours de fonctionnement, on a 4 cantons à Nevers, et donc une fois par semaine, les enfants terminent la classe à 14h45. Et on propose des activités périscolaires de 14h45 à 16h. Et les 3 autres jours de la semaine, les enfants ont classe jusqu'à 16h. Donc, pour la ville, ça a nécessité de mettre en place de nouveaux services, donc ce qu'on appelle les temps d'activité périscolaire, les TAP, ce qu'on appelle maintenant les NAP, les nouvelles activités périscolaires, une fois par semaine, selon les écoles, donc selon où se trouve l'école dans Nevers. Le lundi sur un quartier, le mardi ailleurs. Donc on a mis en place des TAP, on a mis en place d'autres services comme à Arras, des garderies gratuites de 16h à 16h30 et également des services nouveaux les mercredis. Une garderie gratuite mais également une restauration pour tous les enfants les mercredis pour les parents qui le souhaitent. Pour mettre en place ce projet, on s'est appuyé sur l'expérimentation qu'on a menée pendant 3 ans qui nous a permis d'acquérir une expérience, notamment sur un aspect opérationnel et d'être tout de suite vigilant sur certains aspects dès septembre. On a mené cette expérimentation, comme l'a dit Pascal Massico, en réseau avec d'autres villes et on a notamment mis en place des évaluations de nos expérimentations qui montrent qu'on a des points communs entre les différentes villes et on a des points de vigilance communs. Pour mettre en place le projet, on a travaillé de manière partenariale, de manière importante. Pascal Massico l'a dit, avec l'inspection, avec l'ensemble des partenaires éducatifs. On a travaillé avec des enseignants qui étaient inquiets, qu'on peut qualifier un petit peu d'attentistes, mais qui sont quand même facilitants. Ils ne nous ont pas mis de bâton dans les roues pour mettre en place le projet sur Nevers, et au contraire, ils ont plutôt été vigilants avec nous. On a dû mettre en place un accompagnement spécifique pour les familles qui étaient particulièrement inquiètes et ça a nécessité qu'on mette en place des outils de communication spécifiques, de revoir nos outils de communication. Ce projet ça nous a permis, plus généralement, la refondation de l'école et le point de départ pour nous d'une véritable structuration de coéducation au sein du territoire. Et notamment, ça nous a permis de repositionner le rôle pivot de la commune, de la collectivité, dans ce fonctionnement de coéducation. Puisque c'est nous qui avons joué le rôle de relais entre les différents partenaires pour qu'ils se connaissent et se reconnaissent. On a replacé l'enfant au cœur des réflexions. On n'a jamais autant parlé d'éducation que depuis qu'on parle de la réforme des rythmes scolaires.
Par contre, on a, en matière de coéducation, un point de vigilance à souligner concernant le millefeuille qu'on a pu créer à travers les outils. Nous, Nevers était déjà doté d'un projet éducatif local, on a dû se doter d'un projet éducatif de territoire, on avait aussi un contrat enfance-jeunesse. Enfin, voilà, on se retrouve avec une multitude d'outils qui demandent, et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième, enfin dans la phase qu'on a entamée, une remise à plat un peu de tous ces outils pour nous permettre une véritable cohérence entre l'ensemble concernant tous ces outils. Concernant les publics, un petit peu contrairement à Arras, l'expérimentation qu'on a menée nous montrait qu'on risquait d'avoir une fréquentation importante de ces nouvelles activités. On avait envisagé 80% de fréquentation. Dès octobre, on avait 90% de fréquentation. On monte jusqu'à 98% pour certaines écoles. Sachant que traditionnellement, pour les autres activités périscolaires, je pense les garderies après 16h30, on a 10% d'enfants fréquentant ces garderies. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une réflexion, un objet de comparaison. Donc Pascal Massico a parlé de l'intérêt pour les enfants d'avoir une activité périscolaire supplémentaire, je ne reviendrai pas dessus. Par contre, les enseignants nous font part dès à présent déjà de la plus-value d'avoir une demi-journée d'apprentissage supplémentaire qui est celle du mercredi matin. Pascal Massico vous a parlé de la vigilance qu'on avait sur les maternelles, puisque voilà, on avait aussi des ambitions éducatives importantes concernant les maternelles. On les maintient, mais il nous faut être vigilants, notamment pour les repérages spatio-temporels pour ces enfants-là. Concernant un autre point de vigilance concerne les enfants en situation de handicap. Pascal Massico vous parlait de la difficulté qu'on avait anticipée en mettant en place déjà un groupe de travail spécifique pour ces enfants-là. Là où on constate un manque de visibilité, c'est sur les interventions, notamment des AVS sur les temps périscolaires, et un manque de visibilité sur la participation financière, enfin sur le financement de ces interventions-là. Donc la participation des AVS sur les temps d'activité périscolaire et sur la formation des intervenants qui interviennent sur ce public-là. Concernant les emplois générés par ce temps d'activité périscolaire, ils sont réels. Juste pour la collectivité de Nevers a créé 5 équivalents temps plein net. Ça a également créé des emplois sur les associations. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. Par contre, ça a généré des emplois plutôt précaires au niveau des associations. Concernant les emplois et les intervenants, ça nécessite qu'on soit vigilant sur la formation de ces intervenants. Et Nevers, on se pose déjà la question sur un plan de formation plutôt global et pour permettre de croiser l'ensemble des compétences des uns et des autres. Un exemple, nos ATSEM ont participé à une formation proposée aux enseignants en début d'année. Donc voilà, on va vraiment plus loin en matière de coéducation. Enfin, concernant les aspects financiers, Nevers a mobilisé des moyens, comme l'a dit Pascal Massico, de manière importante. Les moyens qui ont été mobilisés représentent une augmentation du budget de l'éducation, consacré à l'éducation, de 5%. Ce qui n'est pas négligeable. Quand on a mis en place la réforme, donc en mai-juin, quand on s'interrogeait, on peut souligner qu'on avait quand même une absence d'information de la part des partenaires institutionnels, notamment au niveau de la CAF, sur le soutien qu'on pouvait avoir. On commence à avoir des réponses là depuis septembre, mais quand on a mis en place, on avait quand même une incertitude. Voilà, donc conclusion, c'est une réforme qui est vraiment importante et qui nécessite d'être accompagnée, d'être améliorée, mais ça nécessite de garder le cap. Merci beaucoup pour cet exemple très très intéressant également. Madame de Marignan, est-ce que vous souhaitez donner un positionnement par rapport à la Fédération des villes moyennes, nous dire aussi peut-être combien de villes se sont lancées dans l'organisation des rythmes scolaires et si toutes les expérimentations, oui, les expériences que vous avez jusqu'à présent, les remontées, sont toutes aussi positives que celles que nous avons entendues ce jour. Oui, donc 41 villes moyennes se sont lancées dans l'expérimentation, donc 26%. Et d'après les enquêtes qu'on a menées, les expériences de la ville d'Arras et Nevers sont très représentatives. Donc je vais peut-être simplement vous laisser leur poser vos questions. Merci beaucoup. La parole est à Madame le rapporteur. Alors moi, merci d'abord pour vos témoignages, votre enthousiasme à porter cette belle réforme et félicitations pour votre ténacité.
Alors, des questions même très concrètes. Non, une première, c'est vous, Madame de la Ville d'Arras, qui avez dit qu'il y avait eu des problèmes avec les enseignants. Ça avait été un peu compliqué par rapport en particulier à la plage méridienne. Comment vous avez levé les réticences et est-ce que vous êtes passé, je n'ai pas bien suivi, de réticence à adhésion ou vous êtes passé simplement à neutralité? Bon, ça sera une première question. Je continue. Est-ce que vous pouvez nous dire le coût des rythmes pour la ville de... alors, en particulier, est-ce que vous pouvez nous dire le pourcentage par rapport à vos dépenses de fonctionnement? Voilà, qu'on ait un niveau. Le coût, vous nous direz si c'est le coût subvention déduite ou le coût avant subvention. Donc, même question, parce que pour la ville de Nevers, le coût en pourcentage des dépenses de fonctionnement, et est-ce que c'est avant subvention ou après subvention? Et après, j'ai dû être inattentive, c'est sur l'organisation de votre semaine. Vous avez donc dit, vous libérez une après-midi ou deux après-midi à 1h15, vous. J'ai entendu une fois par semaine, ça s'arrêterait à 14h45. Les autres jours, donc, cela va jusqu'à 16h. Et comment on retrouve alors le temps nécessaire libéré, l'allègement? Le mercredi matin, c'est combien d'heures? Mais là, c'est parce que je n'ai pas été assez attentive. Donc, voilà. Je vous donne la parole. Je vais répondre la première. Donc, à votre première question, je crois qu'on va faire un exercice à deux voix avec M. Bailleul. Donc, concernant les enseignants qui étaient plutôt réticents, et comme je vous l'ai dit, qui concernaient plutôt les écoles maternelles, puisque ce temps périscolaire est placé à 13h15, effectivement, la réticence venait d'un certain nombre de directeurs d'école, directrices, et de leurs enseignants. Mais je crois qu'on a vraiment eu l'appui très fort et très pertinent et très pédagogique de l'inspectrice de circonscription. Nous avons vraiment travaillé ensemble et je pense qu'elle a convaincu ses équipes que c'était un bon sens qu'il fallait avoir, parce que sinon, les petits, dans la mesure où on plaçait les fameux TAP en fin de journée, les petits n'avaient plus de temps d'école, de temps de scolarité obligatoire. Donc, je vous dis, ça a été un moment de discussion, mais fortement appuyé par l'inspectrice, qui pour le coup a été tout à fait convaincante et qui les a convaincus et franchement allez, il y a peut-être dans le groupe de ces équipes, de ces 14 écoles maternelles, il y a peut-être une école où c'est un petit peu plus difficile, bon, mais ça reste exceptionnel. On se rend compte, les parents, bon, on se rend compte que bien sûr les tout petits sieste indispensable, et ça c'est quelque chose d'incontournable. Les TAP les feront plus tard, quand ils seront plus grands, c'est ce qu'on dit, parce que ça aussi on l'entendait quelquefois, vous savez, d'une manière un peu spontanée, ils vont pas ils n'auront pas de TAP, mais bon, voilà, c'est vraiment une Madame question Beaumont, de bon sens. pardonnez-moi, le temps Alors, court très vite. Je vous demanderai à chacune et à chacun d'être très bref et vraiment donner une réponse au questionnement de Madame ma le réponse, rapporteur. je pense que vous l'avez. Merci. Le coût, je vais vous répondre. Mais ce qui a été aussi déterminant, simplement pour compléter ce que disait Madame Beaumont, ça a été aussi l'implication du DAZEN. Lorsque l'inspectrice a transféré les cinq protocoles qui ont été élaborés suite aux réunions de concertation et dans les conseils d'école, le DAZEN a réuni les écoles où ça causait problème, avec l'équipe éducative, les parents d'élèves représentants, l'ensemble des parents des écoles, et la collectivité. Et ça a été cette réunion qui a permis finalement d'apaiser et de faciliter l'aide à la décision du DAZEN lorsqu'il a dû choisir le protocole qui a été celui proposé par la ville d'Arras. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Sur le coût, pour la ville d'Arras, c'est 12% du budget aujourd'hui, en plus l'impact de la réforme des rythmes scolaires. Alors, en euros, nous avons 956 000 euros de dépenses complémentaires
qui se décompose comme suit, hein, pour vous donner vraiment une idée. 72 000 € le coût supplémentaire de la gestion du mercredi et 894 000 € pour la gestion des temps périscolaires. Nous avons recruté 178 intervenants. Voilà. Le budget de fonctionnement total, c'est combien? De la ville ou de la ville, c'est 70 millions d'euros. Donc c'est 956 000, non, c'est pas 12%. Et le coût de la politique éducation est de 7 millions d'euros. Oui, voilà, non, c'est 12% de la politique éducation. En plus. Mais 70 millions d'euros, c'est 956 000 sur 70 millions. Non, Combien c'est le budget total de fonctionnement? Je recommence. Le budget de la ville d'Arras, c'est 70 millions d'euros. Oui. Le coût de la politique éducation pour la ville d'Arras, avant la réforme, c'était 6 200 000 €. Oui. Après la réforme, c'est 7 millions. Ça veut dire l'impact de la réforme pour le budget, c'est 966 000 €. Et effectivement, le coût net, hein, après les subventions et dotations d'État, il est de 700 000 €. Voilà. Et pardon, budget total, donc moi je voudrais budget de fonctionnement. De la ville d'Arras? Oui. 70 millions Ah, d'euros. c'est fonctionnement. Fonctionnement, oui, oui. Donc quand je dis que c'est à peine 1%. Oui, oui, fonctionnement. Voilà. Alors, sur le coût et sur les subventions, effectivement, je pense que mes collègues de Nevers l'évoqueront également, on a un problème finalement sur les financements qu'on nous incite d'aller chercher à la CAF, hein, dans le cadre. Et effectivement, la CAF conditionne le versement de l'aide complémentaire à la déclaration préalable des temps périscolaires en accueil de mineurs, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles. Et je peux vous dire que les contraintes inhérentes à ces déclarations sont à la fois lourdes et coûteuses et nous incitent finalement à quasiment ne pas aller chercher ces financements. Voilà. Alors, on se disait, on est en négociation avec notre direction départementale de la cohésion sociale, en leur demandant de faire un peu plus preuve de souplesse. Parce qu'à un moment donné, faire une déclaration comme chez nous, 6 centres d'accueil collectif de mineurs, je peux vous dire, avec les contraintes administratives que ça impose, en termes de normes, etc., qu'on nous réclame, je peux vous dire que c'est 3 mois de travail à temps plein pour préparer les dossiers. Donc à ce jour, dans les coûts que vous nous donnez, vous n'intégrez pas les 54 € possibles de la CAF? Non, c'est hors financement CAF. Donc s'il y avait les financements CAF, on rediminue encore le coût net. de moitié. Oui. D'accord. Mais c'est vraiment un parcours du combattant pour aller chercher ces financements. Et ça, si vous pouvez faire quelque chose, ça serait très bien. J'ai bien compris. Pour la ville de Nevers. Alors moi je vais vous parler des horaires. Donc Nevers, donc nous avons divisé la ville en 4. Donc par exemple le lundi nous faisons 8h30, 11h45, 13h45, 14h45 et à partir de 14h45 il y a le TAP qui se met en place. Et le mardi, alors sinon les horaires c'est 8h30, 11h45. 13h45, 16h. Les autres jours, c'est ça. Donc après, le mardi, c'est un autre secteur, le jeudi, c'est un autre secteur, et le vendredi, c'est un autre secteur. Et après, on tournera. Parce évidemment, il y a un secteur qui finit le vendredi à 14h45. Donc il faudra partager. Voilà. Sinon, je tenais aussi à préciser qu'on a une véritable volonté aussi de laisser les 2 heures sur la pause méridienne. Dans la réforme, on nous demandait de respecter 1h30. Nous, on a des secteurs des écoles, on a 2 services. On a vraiment tenu à garder la qualité de ce temps et donc on n'a pas cédé sur le raccourcissement de la pause méridienne. Voilà. Je vais laisser la parole à Madame Vérisère pour parler des finances. Donc, concernant les finances, le budget de la ville de Nevers, dans fonctionnement, est de 50 millions. Le budget de fonctionnement consacré à l'éducation est 7,7 millions. Et le budget, dans ces 7,7 millions, le budget consacré, non, c'est pas dans 50 millions la ville, l'éducation 7,7 millions, le budget consacré au rythme, 470 000 €. Dans ces 470 000 €, on compte les temps d'activité périscolaire, mais également tous les impacts périphériques, à savoir le chauffage des écoles le mercredi matin, le remplacement des ATSEM sur d'autres temps, etc. C'est tout compris les impacts supplémentaires.
et ça représente donc les 470 000, ça représente 5% du budget éducation. Et en recette, pour l'instant, on a 150 000 euros de l'État. Et on est dans la même démarche qu'Arras, essayer de passer nos temps d'activité périscolaire en accueil de loisirs pour nous permettre d'avoir des recettes de la CAF. Mais effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça nécessite un travail important avec la CAF et avec la DDCSPP. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Carl. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier mesdames et messieurs de la présentation de leur projet, les féliciter d'avoir réussi à le mettre en place, ce qui n'est pas le cas malheureusement de toutes les villes, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes, puisqu'il y en a moins de 4000 sur plus de 20 000 communes qui ont une école. Et justement, pour essayer de faire avancer les choses, si vous deviez donner des conseils à vos collègues, quels sont, j'allais dire, ou plutôt quels seraient les freins à lever pour faire avancer les choses. Et puis, petite question subsidiaire, concernant les coûts, est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre rapporté à l'élève? La réponse à Monsieur Bayeul. Le coût par élève à Arras, c'est 214 €. 214 € par élève. Vous avez fait le calcul à Nevers? 180 € par an et par enfant. 180 € par an et par enfant. Voilà. Réponse à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Carl. Nous avons souhaité vous inviter aujourd'hui pour une audition dans le cadre de la mission commune d'information que nous menons tambour battant depuis quelques mois déjà pour tenter de dégager quelles sont les problématiques, les contraintes, les freins et y apporter, le cas échéant, les solutions les plus adaptées pour une mise en œuvre de cette réforme. Donc, notre temps étant très contraint, je vous donne immédiatement la parole pour une présentation, Monsieur le Président, suivi des questions de Madame le rapporteur et enfin suivi des questions de nos collègues ici présents auxquels je vous remercie par avance de bien vouloir apporter une réponse. Monsieur Desto. Voilà, hein, c'est bon. Madame la Présidente, merci de m'accueillir. Madame la rapporteure, merci d'être également présent pour cet échange qui me semble effectivement extrêmement intéressant. Et je remercie le Sénat d'en faire un point important de sa réflexion et de son évaluation. Les rythmes scolaires vus par les grandes villes, et peut-être devrais-je commencer par rappeler à ce qu'est l'Association des maires des grandes villes, ce que signifie les grandes villes dans cette acception. Ce sont les villes de plus de 100 000 habitants, villes et agglomérations, aujourd'hui qui vont se structurer d'ailleurs de façon un petit peu différente compte tenu de la loi de décentralisation, du premier texte qui est paru en décembre, avec les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles de droit commun et les trois grandes métropoles, comme vous savez, Paris, Lyon et Marseille. Alors, c'est un ensemble important en tant que représentation de la population. En nombre de communes, ramené aux 36 000 communes françaises, c'est évidemment une toute petite poignée. Et donc, ça n'a pas vocation, tout ce que je vais vous dire, à représenter l'ensemble de l'échantillon français. Mais en termes de population, c'est évidemment un ensemble qu'on évalue à peu près à 60% de la population française, même si il n'y a que 48 villes de plus de 100 000 habitants, et donc autant, puisqu'elles sont toutes en intercommunalité, et avec les intercommunalités, on double, j'irais, le nombre de structures. Pratiquement toutes les villes d'agglomération étaient favorables à l'idée de mettre en place un nouveau rythme scolaire. Il n'y avait pas, je dirais, une opposition a priori à la mesure qui était souhaitée par le gouvernement. Certaines même, dont la nôtre, la mienne, la ville de Grenoble, avait déjà initié, cette fois-ci en début de mandat, un débat avec la population, et notamment avec les parents d'élèves et les différentes structures scolaires, l'idée qu'on puisse passer à 4 jours et demi. L'AMF, comme vous le savez, l'Association des maires de France, a fait une enquête auprès des communes qui ont décidé d'adopter la réforme en 2013, qui révèle que 83% des communes qui ont répondu à l'enquête considèrent qu'ils ont pu le faire avec un certain taux de satisfaction, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de problèmes.
Nous-mêmes, nous avons commenté cette enquête et regardé à l'intérieur de notre propre association quels étaient les points forts, les points de satisfaction, et au contraire, les points d'inquiétude et les points de critique qu'il pouvait y avoir. Plus de 3 communes sur 4, c'est-à-dire 77% exactement, rapportent avoir eu des difficultés pour financer la réforme. Plus de 6 sur 10 estiment dépenser entre 100 et 200 euros par enfant et par an. Alors la fourchette peut sembler importante, mais il est évident que ça dépend évidemment de ce que chaque commune met dans le périscolaire et quel est son niveau d'engagement. Nous-mêmes, d'ailleurs, Association des maires des grandes villes, dans les négociations, discussions que nous avions eues avec l'État, avec le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre, avions évoqué une moyenne d'engagement de 150 euros par enfant et par an, donc on était pas loin du compte. Il y en a même qui vont plus loin, puisque moi-même, dans ma propre commune, je dépasse les 200, on doit arriver à 200, 230. On a voulu peut-être être un peu zélé, mais en tout cas, on voit que ça n'est pas marginal. Donc on peut avoir un taux de satisfaction globale important et un taux je dirais, d'interrogation sur, je dirais, l'engagement financier et le rapport, si j'ose dire, entre les ressources qui nous sont données par l'État et les engagements des communes, qui n'est pas forcément aussi satisfaisant, en tout cas pour les responsables que nous sommes. Nous estimons que pour mettre en œuvre cette semaine de 4 jours et demi, plus de la moitié des communes ont dû recruter du personnel, et notamment des animateurs, une proportion qui atteint les 2/3 dans les communes urbaines, mais près de 40% disent avoir eu des difficultés à les recruter. Alors c'est très variable selon les villes. Je pense qu'on ne peut pas donner des résultats qui ne soient exactement les mêmes pour tous. Le taux de fréquentation par les élèves est aussi une grande inconnue de la phase de préparation de la réforme qui a fait la difficulté dans la mise en place de cette réforme. Et bien souvent, on a procédé par itération, c'est-à-dire une première évaluation au bout d'un mois, une seconde évaluation au bout de 2 mois ou d'un trimestre, ce qui explique d'ailleurs que les premières indications n'étaient pas forcément très très bonnes, car il y a eu une difficulté d'accueil, bien souvent rapportée par les parents, qui disaient que leurs enfants étaient fatigués. Alors, il y avait évidemment toujours deux choses, parce que les enfants sont toujours fatigués au mois de septembre, c'est-à-dire que la reprise de l'école est toujours, et les parents devraient le savoir, mais chaque année, ils redisent la même chose. Et là, ils l'avaient attribué évidemment au rythme scolaire. Mais il y avait aussi le fait que, comme l'organisation scolaire et périscolaire était une nouveauté, qu'elle n'était pas rodée, il était évident qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient dans le scolaire plus longtemps, d'où cette impression évidemment de fatigue, impression réalité, qui était rapportée, y compris par des gens qui étaient favorables à la mesure. Alors, deuxième grand point, les mesures annoncées par le gouvernement. Bon, moi-même, j'avais expliqué au Premier ministre que le fonds d'amorçage était une bonne chose, parce qu'au démarrage, il n'y avait rien du tout. Mais comme dans une entreprise, le fonds d'amorçage, le terme a été repris, vous savez, au monde de l'entreprise. Les start-up ont droit à des fonds d'amorçage, mais après, quand on n'est plus start-up, il faut être accompagné. Donc, il y a d'autres mesures d'accompagnement pour qu'une start-up devienne une petite entreprise devienne une moyenne entreprise devienne une entreprise de taille intermédiaire, une entreprise de taille intermédiaire devient un grand groupe, et un grand groupe devient un grand groupe international. Alors, on ne cherche pas forcément à faire des multinationales, mais on cherche à ce qu'il y ait un parcours de développement et qui nécessite un accompagnement pérenne. Et donc, je proposais qu'on aille au-delà du fonds d'amorçage. Alors, on est encore, je dirais, je n'ose pas parler d'ambiguïté, mais enfin, dans une formule d'assouplissement
aujourd'hui des premiers engagements du Premier ministre, puisque première année, deuxième année, ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, tout le monde y a droit. Il n'empêche qu'il faudra bien continuer, en tout cas de notre point de vue, à maintenir un rapport de force avec le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale pour pérenniser, quitte à ce qu'il y ait des formules dégressivité progressive, pour ne pas d'abord pénaliser les bons élèves qui, comme nous, ont commencé dès la première année, ce serait quand même le monde à l'envers. Deuxièmement, permettre à ce que cette mesure, qui est toujours un peu plus difficile au démarrage, eh bien, si on veut véritablement qu'elle réussisse, puisse être accompagnée sur une période suffisamment longue pour prendre, évidemment, un essor constant. De ce point de vue-là, il est tout à fait évident que nous devons regarder non seulement l'argent sonnant et trébuchant, mais aussi toutes les autres mesures d'accompagnement. Parmi celles-là, c'est, comme vous le savez, l'assouplissement des taux d'encadrement du périscolaire, qui était une demande fortement faite par l'ensemble des associations d'élèves, qui doit être, de notre point de vue, élargi à l'ensemble des heures du périscolaire et non pas simplement aux 3 heures qui ont été retenues. Et nous demandons qu'au terme de l'année 2014-2015, une évaluation puisse être faite afin de discuter des suites à donner. C'est-à-dire ce n'est pas une réforme qui est partie et qui est maintenant, tout le monde en serait d'accord ou pas d'accord, mais on n'y reviendrait pas. Elle ne peut se concevoir que s'il y a effectivement évaluation. Alors nous proposons un certain nombre de pistes d'amélioration. D'abord, l'action de notre association qui avait porté sur la pérennisation des financements, l'harmonisation des taux d'encadrement, j'en ai parlé, et le rendu des projets éducatifs territoriaux, nous le disons, elle semble avoir partiellement porté. C'est-à-dire tout ce que je dis étaient des têtes de chapitre qui ont fait l'objet de négociations avec l'État ou avec d'autres partenaires. Toutefois, des inconnues subsistent encore, notamment concernant les financements des CAF. Il ne suffit pas de négocier au plan national entre un Premier ministre et puis un président et un directeur général Caisse nationale d'allocation familiale pour que les choses soient réglées. Certes, des choses ont été définies dans une convention d'objectifs et de gestion signée en juillet 2013, limitant de fait l'accès à ces financements par les communes. Mais il nous faut absolument instituer une contractualisation entre les communes elles-mêmes et les CAF pour les prestations du service et les prestations de services ordinaires et l'inscrire dans la pérennité, c'est-à-dire dans le long terme, dans la mesure où elle représente un montant plus important que le fonds d'amorçage, disons-le clairement, et ne sont pas remises en cause chaque année par la loi de finances. Je le dis d'autant plus qu'une fois encore, il ne faudrait pas que ce soit les bons élèves qui soient pénalisés. Comme vous le savez, évidemment, je parle de ma commune que je connais mieux que les autres communes, mais nous n'avons pas attendu la réforme des rythmes scolaires pour contractualiser avec les caisses d'allocation familiale sur ce que nous pouvions faire dans ce domaine-là. Et il ne faudrait pas qu'on nous explique que comme vous avez déjà beaucoup reçu, parce qu'on a aussi beaucoup donné précédemment, on n'est plus droit à rien. Et je ne sais pas si je me fais bien comprendre de Madame la Présidente et le rapporteur. J'aimerais que ce soit bien inscrit dans le compte-rendu. Il n'est pas possible que des bons élèves soient pénalisés dans cette affaire. Et que nous ne pouvons pas avoir là, comme ailleurs, des règles générales universelles parce qu'un Premier ministre discute avec un directeur général ou un président au niveau national. C'est un peu comme la loi de décentralisation. On essaie de faire rentrer dans la même chaussure des choses qui sont très différentes. Il y a des régions et des régions. Il y a des départements. Il y a des grandes villes, des villes moyennes, des petites villes. Ils vont faire une loi universelle. Vous voyez la difficulté que ça peut représenter. On fait des métropoles. Ben oui, mais il y a la moitié des régions, il n'y aura pas de métropole. Donc forcément, on ne peut pas effectivement avoir des mêmes règles pour tout le monde. Eh bien, je dis que si on ne décline pas au niveau de chaque caisse d'allocation familiale,
eh bien, on va faire des blagues, parce qu'on ne peut pas avoir une loi universelle d'application. Voilà. Ensuite, conformément à l'annonce du Premier ministre, la CNAF a validé l'assouplissement des taux d'encadrement, au-delà des 3 heures nouvellement à la charge des communes. Et cette décision est pour le moment cantonnée à la seule période courant du 1er janvier au 5 juillet donc, de notre année 2014. Un conseil d'administration de la CNAF devait se réunir en mai pour évaluer la pertinence de cet assouplissement et réévaluer son coût. Il est important que cette mesure soit reconduite sur un temps plus long à l'échelle des PDT, c'est-à-dire sur 3 ans. Voilà ce que nous souhaitons, qui semble être de bon sens pour la mise en place d'une mesure de cette nature. Alors au-delà des coûts importants pour la commune, les échos des grandes villes qui sont passés au nouveau rythme scolaire donc dès cette rentrée de septembre 2013 pointent vers une mise en œuvre moins compliquée qu'anticipée. Ces ajustements ont souvent été nécessaires pour surmonter les difficultés initiales. L'intelligence locale tend à s'organiser, en fait. Bon, on sait très bien, à partir du moment où il y a une volonté, on a voulu le faire, on a tout fait pour que ça marche le mieux possible. Toutefois, les solutions adoptées en 2013-2014 sont souvent éphémères et posent le problème de toute la pérennisation des dispositifs. Au-delà de tout ce que j'ai dit, on retrouve toujours le même thème. Comment, au fond, ce qui est un amorçage doit être un accompagnement. C'est comme quand on crée une entreprise, il y a une start-up, il y a un patron, il a sa secrétaire, il recrute son premier ingénieur, son premier technicien, sa première assistante de communication, et puis après, on en recrute d'autres. Oui, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Le fonds d'amorçage permet de franchir les premiers mois, d'aller faire les courses, d'aller au restaurant. Et puis après, quand il faut acheter davantage de locaux, acheter des machines, prendre un billet d'avion pour aller à l'étranger pour vendre toute sa camelote, il faut un peu plus d'argent. C'est la même chose. Quand on monte une politique de rythme scolaire, il faut pouvoir accompagner tout ça. Je termine en parlant de l'enjeu de la professionnalisation des acteurs du périscolaire, qui nous semble absolument déterminant pour maintenir les dispositifs identifiés dans le temps et dans la qualité. Le métier d'animateur s'en trouvera renforcé et gagnera en reconnaissance. Et les inquiétudes soulevées par l'assouplissement des taux d'encadrement et la conduite des activités périscolaires seront apaisées. L'utilisation des emplois d'avenir adaptés au nouveau rythme, avec les ajustements préconisés par les grandes villes et la prise en charge d'une offre de formation dédiée, les BAFA par exemple, qui peuvent être pris en charge notamment en termes de qualification, de formation par le CNFPT, tout ça s'impose, à mon avis, si on veut le pérenniser, l'encadrer et l'inscrire véritablement dans quelque chose de sérieux. Alternativement, une aide spécifique pourrait être dédiée aux collectivités qui financent sur fonds propres les formations de leurs propres agents, au CAP Petite Enfance ou au BAFA. Ce sont des propositions que nous faisons et qui méritent, je crois, d'être regardées de près. Voilà. Les messages essentiels, vous les avez entendus. Il y avait au démarrage plutôt, disons, une acceptation de l'idée de la réforme des temps scolaires. Il y a eu un pourcentage non négligeable, d'ailleurs, dès 2013, des 40%, me souffle mon collaborateur David Constant-Martini. Donc c'est mieux que la moyenne, je dirais, médiane nationale. Il y a des efforts qui se sont révélés au moins au niveau que nous avions annoncé, qui semblait excessif aux yeux, je dirais pas du ministre parce qu'il est plus politique, mais de l'administration centrale de son ministère. Les 150 €, c'était pas de la blague. Ils ont été largement atteints en moyenne et on est souvent arrivé à 200. On n'est pas au bout de nos discussions, alors ni avec le gouvernement sur la pérennisation, ni des caisses d'allocation familiale, je l'ai expliqué, pérennisation sur les taux d'encadrement, et puis les moyens financiers, évidemment, pour le faire. La volonté aussi, c'est que tous ceux qui ont joué le jeu, et qui sont, au fond, à la fois une force d'entraînement pour les autres,
qui sont aussi une source d'évaluation pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ne fassent pas les frais de l'opération. Ce serait la double peine. Alors il faudrait au contraire les récompenser, parce qu'ils ont été d'une certaine façon les cobayes, ils ont joué le jeu, et il faut pouvoir les aider. Et la seule façon, au fond, que tout le monde y soit et soit aidé, c'est qu'on pérennise tout ça très sérieusement, que le fonds d'amorçage devienne un fonds de pérennisation, quitte à ce qu'il soit décroissant avec le temps, et qu'il y ait une négociation globale avec les caisses d'allocation familiale, au-delà d'un accord national entre le Premier ministre et la Caisse nationale d'allocation familiale. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie que vous ayez mis l'accent sur le fait que les plus vertueux ne soient pas sanctionnés. Je vais vous donner un exemple tout simple. De maire d'une toute petite commune, en ce qui me concerne, nous avons été vertueux parce que nous avons... il y a une dizaine d'années déjà mis en place le périscolaire. Nous avions des aides non négligeables de la CAF à ce moment-là. Et beaucoup de communes avaient décidé de ne pas faire. Et finalement, petit à petit, elles se sont mises à développer, à organiser des périscolaires. Et on nous a fait savoir, la CAF, écoutez, voilà, vous êtes à plein régime, etc. Ça sera dégressif. Petit à petit, parce qu'il nous faut une enveloppe beaucoup plus importante pour aider tous ceux qui n'ont pas fait jusqu'à présent. Donc, merci de ce message, Monsieur le Président. J'espère que là, vous serez entendu. Madame le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que vous pouvez être rassuré à la fois de ce que vous nous avez dit, que ça soit bien inscrit, mais je vous dis même, ça fait écho. Ça fait écho par rapport à d'autres auditions que nous avons faites. Ça fait écho par rapport à nous, notre vécu. Et donc, il y a deux points particuliers. Nous avons déjà fait une audition de la CAF. Nous en sommes restés très dubitatifs sur la capacité et la volonté à. Donc, nous allons continuer et sans dévoiler ce que seront des conclusions de ce rapport, nous pensons qu'il y a une vraie difficulté, d'autant plus que, alors peut-être que chez vous, grande ville, ça ne se traduit pas comme ça, mais des petites villes que nous avions auditionnées tout à l'heure, ou des très petites, nous font l'aveu que, vu la complexité, elles renoncent au dossier CAF et aux 54 € qui viennent par enfant en accompagnement de la réforme des rythmes. Donc, alors vous, peut-être vous heurtez pas cela parce que les grandes villes ont une structure administrative capable d'eux, mais on a aussi cette difficulté. Donc, deux questions. Une première par rapport au nombre de villes que donc, vous regroupez, qui sont adhérentes. Est-ce que vous avez, alors vous avez dit le pourcentage de celles qui sont passées en 2013. Est-ce que vous en avez qui ont fait savoir que non, elles ne passeraient pas en 2014, ou est-ce qu'elles sont toutes dans une démarche de construction pour passer en 2014? La deuxième question, vous nous avez donné un prix qui va par enfant. Est-ce que par rapport, mais j'ai conscience que c'est difficile, mais est-ce qu'on peut avoir une vision en termes de pourcentage par rapport au budget de fonctionnement d'une ville? C'est-à-dire le surcoût des rythmes, est-ce que voilà, ça se situe à plus de 1%, à moins de 1% par rapport à des chiffres qu'on a aujourd'hui? On varie comme cela, et donc c'était pour savoir, peut-être même que vous ne l'avez pas là et que vous pourriez nous le faire parvenir. Voilà. Donc c'était les deux. Et le troisième sur lequel je pense nous travaillerons, qui nous apparaît essentiel aussi, c'est la professionnalisation et sans doute une piste avec le CNFPT, comment monter des formations professionnalisantes et qui peuvent aussi réunir différents statuts d'intervenants, mais qui sont tous là dans le même projet. Voilà, merci. Merci Madame la rapporteure, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais tout de suite associer les deux questions pour que Monsieur le Président puisse partir à l'heure. Madame Blondin également, donc Madame Duchesne, Monsieur Carl, Madame Blondin, mais des questions courtes. Très bien. Courtes, je sais, puisque je connais, j'ai travaillé avec vous tous,
combien la ville de Grenoble avait un projet très en pointe sur la petite enfance. Est-ce que les rythmes scolaires se sont accrochés à cette politique? Comment avez-vous lié les deux, si c'est court, hein, je ne veux surtout pas... Merci, Madame Duchesne. Monsieur Carl. Oui, d'abord, merci, Président, de nous avoir présenté la situation des 48 villes dont vous êtes le président. Si elles ne sont pas nombreuses en nombre, elles représentent une bonne part de la population et elles ont un effet d'entraînement. Donc il y a à peu près 20 villes qui sont passées. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre les 28 autres de le faire et quels sont les freins principaux que vous avez rencontrés? Et deuxième question concernant le financement, c'est vrai donc qu'il faudra passer de la négociation entre le ministre et la CNAF à une contractualisation, et comment on peut mettre en place cette contractualisation, car vous avez dit qu'effectivement les règles ne pouvaient pas être les mêmes pour tout le monde et qu'il n'y avait pas de loi universelle. J'aurais souhaité qu'on ait pu vous auditer hier avant le débat que nous avons eu. Merci, Monsieur Carl, pour ces questions. Madame Blondin. Je crois qu'effectivement, hier, nous avons dit aussi qu'il y avait une richesse territoriale et qu'il y avait une expérience à tirer au niveau des territoires. Donc, adapter le national au local. J'aurais voulu vous demander, est-ce que vous avez mis en place dans votre ville une sorte de comité de suivi ou d'évaluation de cette mise en œuvre des rythmes, et quelles ont été pour vous l'aide apportée ou pas d'aide apportée par les services de la DAZEN? Merci beaucoup. Monsieur le Président Destau. Bien, merci infiniment pour ces questions et leur intérêt. Je rappelle donc que ces 48 villes de plus de 100 000 habitants, je vais surtout parler de ces villes-centres, parce que c'est un petit peu plus difficile à prendre de faire une appréciation sur, évidemment, l'ensemble des intercommunalités. Vous prenez la ville de Grenoble, vous avez une trentaine d'autres villes, mais c'est de communes, c'est très difficile d'apprécier là davantage les choses. J'ai dit que 40% sont partis dans le rythme, c'est les rythmes scolaires dès l'année 2013. À ma connaissance, il y en avait 3, mais c'était Marseille qui a décidé de partir en 2014, hier annoncé. Donc il ne resterait plus que Nice et Cannes qui n'accepteraient pas de partir en 2014. Donc, je dois dire que c'est, je ne vais pas dire plein pot, mais en tout cas, c'est une très grande majorité de villes qui, sur les 2 années, 2013-2014, va se lancer dans cette réforme des rythmes scolaires. Et je remercie d'ailleurs mon collègue Carl qui a accepté de dire que nous étions effectivement force d'entraînement, nous les grandes villes, et que c'était bien le souhait que nous avions. J'ai fait état des difficultés, j'ai fait état des souhaits que nous avions, ou des revendications, souvent fortes, avec le gouvernement, mais sur l'objectif, ça confirme, si vous voulez, la volonté de poursuivre ces objectifs. La ville de Grenoble, puisque la question m'a été posée sur Grenoble, a fait des efforts, je crois, importants, puisque c'est 3 200 000 € qui donc sont consacrés en année pleine, en plus de ce que nous faisons, évidemment, pour la petite enfance et le scolaire, pour l'adaptation à ces rythmes scolaires, ce qui représente pratiquement un peu plus d'1% du budget de fonctionnement de la ville. Donc ça n'est pas marginal, je dois le dire. Et ça se rajoute, puisque c'est une autre question qui m'a été posée, ça ne se substitue pas, ça se rajoute à tout ce qui avait été fait en matière de petite enfance. Alors,
je suis toujours un peu gêné parce que comme on est, je crois, en matière de petite enfance, les numéros 1 en France, donc c'est toujours un petit peu gênant de parler de soi, hein, puisque, vous savez, on a 30% de la population qui est prise, hein, dans tous nos équipements de petite enfance, avant même la prise en charge, le cycle scolaire, avec une volonté de prendre notamment toutes les familles les plus déshéritées, les plus pauvres, les plus fragiles, hein, de la population. Nous avons beaucoup expérimenté aussi, notamment à travers ce qui est de plus en plus connu, le concept du parler bambin, hein, où on prend des jeunes de 18 à 36 mois, on les accompagne avec des pédagogues, des psychologues, et on s'aperçoit qu'à talent égal, hein, quelle que soit l'origine, y compris pour des jeunes enfants qui sont d'origine étrangère, qui ne parlaient même pas un mot de français quand ils sont arrivés, eh bien, le niveau les capacités langagières, hein, au bout de ces 36 mois, c'est-à-dire à 3 ans, quand on va démarrer le parcours scolaire, est le même. Et ça, c'est quand même... c'est formidable. Le principal des inégalités dans la vie est l'inégalité à la source. Et on sait que si on arrive effectivement à cette prise en charge très tôt, eh bien, on améliore considérablement les chances, hein, du jeune ensuite dans son propre parcours scolaire. Donc, ce n'est pas en substitution, c'est en plus. Donc, évidemment, ça se cumule et c'est des efforts qui ne sont pas négligeables. Pour répondre à mon collègue et ami Karl, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut? Du personnel qualifié. C'est-à-dire que pour y arriver, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas partout le faire immédiatement, il n'y avait pas ces 3 disponibilités d'un seul coup, hein, qui faisaient que, à moins de dire on le fait, et dans la fuite en avant, beaucoup, je vois par exemple à Lille où ils étaient complètement décidés à faire la réforme du rythme scolaire, la maire Martine Aubry a décidé non, c'est pas possible parce que je n'ai pas, dès la rentrée scolaire de 2013, hein, l'ensemble des moyens, pas simplement financiers, mais bien sûr, une ville qui est quand même pas très riche, et puis bon, vous savez, les charges sociales sont quand même très fortes, mais elle n'avait pas les possibilités d'avoir les ressources, notamment humaines, pour pouvoir être sûr de gagner la partie dès la rentrée 2013. Donc ça, je crois que ça rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, parce que même là où on avait peut-être un petit peu d'avance, hein, on s'aperçoit qu'une nécessité absolue d'accompagnement en termes de qualification, de formation, et donc c'est au fond ce qu'il va falloir rajouter, hein, à l'intérieur du CNFPT pour justement accompagner le personnel communal. L'éducation nationale, difficile d'avoir une réponse unique partout en France. Comment vous dire? C'est une des difficultés qu'on rencontre d'ailleurs en politique de la ville, comme un peu partout. Il y a la justice et l'éducation nationale qui échappent à l'interministérialité. C'est comme ça, le préfet n'a pas barre, hein, ni sur un procureur de la République, ni sur un DAZEN. Donc on est là dans une situation un peu particulière. À partir du moment où on veut faire des politiques coordonnées, on a souvent un petit peu des difficultés. Parce que c'est des gens qui considèrent qu'ils ont une autorité, hein, plus qu'une représentation administrative à coordonner. Et à partir de ce moment-là, il est plus difficile d'avoir des politiques qui soient coordonnées. Alors là, vous avez, par exemple, en politique de la ville ou en sécurité, un procureur actif sur le terrain, ça marche très très bien. Là où ils considèrent au contraire qu'ils n'ont pas d'ordre, de conseil, d'avis à donner, qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils se retirent. Et dans l'éducation nationale, vous savez aussi, il y a des établissements où on joue le jeu, il y en a d'autres où on joue moins le jeu, et c'est pas toujours facile d'avoir une réponse, en tout cas une réponse unique. Voilà, je ne veux pas être langue de bois, donc je préfère répondre comme ça. Alors, ça se passe bien à Grenoble, parce que je ne voudrais pas que, comme le rapport va être public, hein, que j'ai des ennuis avec Madame Lescaut, inspectrice académique, maintenant donc directrice des services académiques de l'Isère, qui
fait un travail absolument remarquable. Mais c'est plus ou moins remarquable selon les établissements scolaires et c'est plus ou moins remarquable selon les académies. Il faut parler clairement. Et donc, bon, ben voilà. Ce que je veux dire, c'est pas parole d'évangile universel. C'est évidemment très, très variable hein, selon les endroits. Ben voilà, je me permets de le dire. C'est une des difficultés, d'ailleurs. Hein. Je l'avais dit à Vincent Payon. Bon, tous les ministres de l'Éducation nationale sont heureux d'avoir leur propre administration avec leur propre recteur. Tout ça est bien gentil, mais quand on veut véritablement faire des politiques coordonnées, efficaces, qui nécessitent justement ce travail partenarial, ça rend les choses un tout petit peu plus difficiles. Voilà pour ces auditions qui ont été menées par la mission commune d'information sur les rythmes scolaires, ici au Sénat. Mission commune d'information qui a d'ailleurs abouti à un rapport assez compliqué puisque la présidente et la rapporteure n'ont finalement pas réussi à se mettre d'accord sur leurs conclusions, alors même que sur l'ensemble de l'année, les travaux avaient été menés de façon assez sereine. Mais vous avez pu l'entendre, il y a aussi une certaine inquiétude de la part de nombreux élus locaux sur le financement de la réforme des rythmes scolaires. C'est un sujet épineux à l'approche des élections sénatoriales du 28 septembre prochain. Élections sénatoriales qui verront le renouvellement de la moitié de la Haute Assemblée, qui verront donc ces élus locaux se rendre aux urnes et peut-être donc sanctionner la gauche. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.